clair. On va passer à la définition et la nature des microzymas. Pour les spectateurs qui découvrent le concept, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un microzyma? Et dans cette définition, ce qui vient directement de Béchamp lui-même, ce qui vient de ses continuateurs comme Tissot, et ce que toi tu as apporté dans cette compréhension du concept? Oula, moi, j'ai pas apporté grand-chose. Moi, je me contente de découvrir les Ouais. découvertes des autres, hein. Bon, alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un microzyma? Donc, un microzyma, selon les découvertes de Béchamp, c'est une microcellule qui mesure entre 30 et 80 nanomètres de diamètre, c'est-à-dire des milliardièmes de millimètres. Voilà. Béchamp a pu démontrer qu'ils sont présents partout, dans tous les êtres vivants, qu'ils soient végétaux, insectes, animaux, humains. Et ils sont présents absolument partout, à l'intérieur des cellules, à l'extérieur des cellules. Il semblerait qu'ils sont les briques constitutives des membranes cellulaires. Euh, et Béchamp a pu démontrer que ces microzymas, euh, alors, ils sont particulièrement nombreux à l'intérieur des noyaux cellulaires. Et Béchamp a pu démontrer que ce sont ces microzymas qui synthétisent les enzymes qu'on appelait à l'époque zymases, d'où le nom qu'il leur a donné. Micro parce que microscopique et zymas parce qu'ils synthétisent des enzymes, c'est-à-dire des zymases. Voilà. Alors, c'est à peu près, c'est l'essentiel des découvertes de Béchamp. Ensuite, il les a explorées, il les a comparées d'un organe à l'autre, il a fait, il n'a pas arrêté de travailler pendant 50 ou 60 ans, sinon plus, hein. Ça a été vraiment il a focalisé tout son travail sur cette dimension-là, parce qu'il a compris qu'ils sont vraiment à l'origine du vivant, puisque c'est eux qui, a priori, façonnent les cellules, façonnent le corps de A jusqu'à Z. Il a pu démontrer que lorsque les conditions du milieu intérieur sont dyscrasiques, c'est-à-dire anormales, les microzymas peuvent fabriquer des bactéries qu'ils considéraient comme pathogènes à l'époque. Nous savons aujourd'hui que ces bactéries pathogènes ont en fait pour mission de guérir probablement un processus cancéreux qui était préalable. Ben bon, là, on en est à à des conclusions récentes et pas de l'époque de Béchamp. Béchamp n'en était pas là. Et que si on normalisait le milieu, eh bien, les bactéries se démontaient et on retrouvait des microzymas après. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bon, évidemment, décrire en 2 minutes qu'est-ce que c'est que les microzymas, Ouais. c'est inimaginable. Il faut savoir que, bon, pour un être humain, prenons un être humain qui pèse 100 kilos. 100 kilos, ça représente à peu près 80 kilos d'eau. À quoi? L'eau toute simple. 15 kilos de matière sèche, c'est-à-dire des protéines, des matières grasses, des sels minéraux, et 5 kilos de microzymas. Compte tenu de leur poids et vu leur volume, hein, compte tenu de leur poids, ça fait des milliards de microzymas. Donc tout être vivant est constitué, contient. Est-ce qu'il est constitué? Non, il n'est pas constitué. Il est constitué d'eau, de matière sèche et de microzymas, mais des milliards de microzymas. Et ces microzymas semblent, et c'était la conclusion de Péchamp, ils sont quelque part les ouvriers du vivant. Et bien sûr, ils sont informés par le Créateur. Et c'est cette information qui fait qu'il n'y a pas de génération spontanée, hein. Il faut qu'il y ait l'information créatrice pour coordonner le travail des microzymas. Sinon, on n'aurait pas des êtres aussi merveilleux que les arbres, les plantes, les animaux, les insectes et les humains. Il faut qu'il y ait une information créatrice, cohérente, intelligente et esthétique en même temps, hein. Parce que c'est merveilleux, c'est une beauté infinie. Ok. Donc les La microzymas, création est une beauté infinie. Pas ce qu'en font les hommes, mais la création elle-même est merveilleuse. pas ce que font les hommes. Bah, si quelque part les microzymas nous constituent, chaque mouvement, chaque inspiration,
chaque même mot, torture, sauvetage d'un enfant, et au final, une belle création du divin. Là, tu y mets un prisme un peu binaire, bien mal. Or, le créateur, il ne voit pas ça, je pense. Non, bien sûr que non. Mais bon, les humains, eux, voient le bien et le mal et ils savent quand ils font le mal. Ouais, Oui. ils savent. Ouais, Quand ils font ah, de la torture, on ne peut pas dire que ce soit du bien. Ils savent bien que c'est pas bien. ouais, c'est vrai. Bon, encore à débattre, ça. Ouais. Je voulais savoir, Tissot, est-ce que lui, il a rajouté un truc, une pierre à l'édifice, ou il a peut-être juste creusé un peu plus? Qu'est-ce qu'il a pu apporter? Alors, je vais te dire mon opinion sur Tissot, mais c'est une opinion personnelle. Mhm. J'ai jamais réussi à lire plus de 10 pages de cet homme. Chaque fois que j'ouvre un bouquin, je me dis, mais ce type ne connaît pas Béchamp. Il n'a jamais lu Béchamp. Et il a inventé des bidules qui, à mon avis, n'ont aucune cohérence et qui ne correspondent absolument en rien aux découvertes de Béchamp. Donc, j'ai jamais été plus loin. Donc, je sais pas, peut-être que Tissot a raison, et peut-être qu'un jour, il faudra que je m'y mette sérieusement. Mais au jour d'aujourd'hui, non. Je dis, Tissot, il est à côté de la plaque. Je me souviens que Angelo Pergola, tu vois, c'est qui dans la chaîne Oui, d'Angelo tout à fait. Pergola? Bon, il l'a supprimé récemment. Bref, en tout cas, il avait lu une partie d'un de ses livres, mais à chaque fois, il devait recorriger Jules Tissot sur certains points. Donc, c'était un peu fatigant. Mais il trouvait, lui, qu'il y avait certaines notions qui étaient intéressantes, mais il fallait beaucoup filtrer, quoi. Oui, oui. Voilà. Je crois que, non, je crois que, à mon avis, Tissot n'est pas intéressant. Mais après, bon, il Et n'est pas intéressant par rapport à dans ma Béchamp. synthèse personnelle, hein, dans ma compréhension personnelle des choses. Mais il est clair que je n'ai pas la science infuse et que je peux me tromper, hein. Ça, je suis parfaitement conscient que je, Ok, je n'ai, je ne peux pas être absolument certain que ce qu'il raconte ne tient pas la route. j'entends. La formulation originelle de Béchamp, c'est que toute cellule animale ou végétale est constituée de petites particules capables, sous certaines conditions, d'évoluer pour former des bactéries qui continueraient à vivre après la mort de la cellule dont elles proviendraient. Tu me corriges si c'est pas vraiment la bonne citation. Est-ce que cette formulation tient telle qu'elle aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut la reformuler à la lumière de ce qu'on sait maintenant en biologie? Alors, Béchamp a pu démontrer que, alors, la cellule n'est pas constituée que de microzymas. Elle en contient énormément, mais elle n'est pas constituée que de microzymas. Et il est clair qu'après la mort, eh bien, ces microzymas qui la constituent vont construire des bactéries pour démonter la matière azotée et la redistribuer dans l'humus et pour relancer le cycle de la vie. Bon, c'est ce que Béchamp a pu démontrer de façon rigoureuse. Et il explique que la plupart des germes de l'air, transportés par les poussières de l'air, sont ce type de bactéries. Voilà, je ne peux pas te dire plus par rapport à ça. Il est clair que pendant le vivant, et si le milieu n'est pas dyscrasique, il n'y a pas de bactéries. Ok, c'est clair. Alors, j'aimerais savoir la différence entre un microzyma et un organite cellulaire connu, par exemple une mitochondrie, qui a elle aussi son propre ADN. Là, je mets la question un peu random, c'est pas ce que moi je pense, hein, bien sûr, hein. C'est des questions peut-être que les gens pourraient se poser si c'est pas encore clair pour eux. Euh, sa propre ADN qui se reproduit de manière semi-autonome dans la cellule. Est-ce qu'on part de la même chose sous un autre nom, de phénomène voisin ou de catégories totalement distinctes? Alors ça, on est à quelque chose de très compliqué. L'immense problème de la biologie moderne, c'est elle est fondée sur l'observation du mort. Il faut bien comprendre, lorsqu'on examine le vivant au microscope optique, et là, il faut vraiment s'accrocher. Dans un premier temps, on fait un prélèvement. Déjà, c'est contre nature, mais ça, on est bien obligé. Si on veut examiner au microscope, on est bien obligé de le prélever sur l'être vivant. Voilà. Donc ça, en principe,
ça devrait être examiné, étudié par les biologistes. Biologistes, ça veut dire des gens qui parlent du vivant. Mmh. Or, ces gens-là vont utiliser un protocole qui n'est que un tout peu complexe, hein, un tout petit peu comme ça, hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont plonger le prélèvement dans un bain de formol et d'acide pour le tuer. C'est logique puisqu'ils veulent examiner la vie, n'est-ce pas? Hein, on commence par tuer ce qu'on veut examiner de vivant. Ensuite, on sait que la vie, je l'ai dit, c'est 80% d'eau. Donc, ils le déshydratent totalement, ils remplacent l'eau par de l'alcool. Ensuite, ils le dégraissent, nettoyage à sec. Ensuite, ils font une inclusion, alors pour la microscopie optique, dans de la paraffine brûlante, pour qu'elle soit très fluide et qu'elle pénètre à l'intérieur des structures qu'ils veulent observer. Et dans la microscopie optique, dans du plastique liquide, dans lequel on va mettre une substance chimique qui va durcir ce plastique, hein. Bon, voilà. Alors, je reste sur la microscopie optique parce que la microscopie électronique, on y viendra après, ça devient plus compliqué. Voilà. Donc, après avoir fait cette inclusion dans la paraffine brûlante, on laisse refroidir la paraffine pour avoir un bloc plus ou moins solide. Ensuite, on fait des coupes avec un microtome. Un microtome, ça fait très scientifique le terme microtome. Qu'est-ce que c'est qu'un microtome? C'est une guillotine. C'est une guillotine qui fonctionne avec une lame de rasoir. Cette lame de rasoir n'est pas changée à chaque coupe. Elle est donc très vite éraillée et on l'utilise, on l'utilise, on l'utilise. Les coupes sont plus fines que le tranchant de la lame de rasoir. Elles sont tellement fragiles qu'il faut les recueillir dans un bac d'eau où elles arrivent toutes fripées, toutes dilacérées. On attend qu'elles se défripent et on les pêche avec une lame en verre. Il faut qu'elles atterrissent sur la lame en verre. Le problème, c'est que on les pêche et il y a de l'eau avec, donc elles glissent. Donc on passe la lame de verre avec la coupe sur la flamme d'un bec benzène à 700 degrés pour sécher et fixer, souder en quelque sorte la coupe sur le verre. Ensuite, si on veut examiner, on voit rien. On voit de la paraffine. On n'a rien à voir. Donc par conséquent, il faut enlever la paraffine. Donc on refait un nettoyage à sec de la lame tout entière avec la coupe. Ensuite, si on examine encore, on ne voit toujours rien. Donc il faut faire une coloration. Si on met un colorant, il glisse. Il n'y a rien qui s'accroche. On ne voit toujours rien. Donc il faut faire ce qu'on appelle un mordançage. C'est qu'on va plonger la lame avec la coupe dans un bain d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique fumant, c'est-à-dire le plus puissant qui soit, pour faire des trous, des stries et plein de choses à l'intérieur de la lame pour que les colorants puissent s'accrocher. Ensuite, on met le colorant, on met un baume pour couvrir le tout, on met une contre-lame et on s'extasie sur la vie. Et là, il te raconte des tas de choses passionnantes. L'ADN, les mitochondries, l'appareil de Golgi, le... Mais on est complètement dans l'artefact, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans? Les plus grands scientifiques biologistes aujourd'hui se posent la question. Mmh. Ouais. Et il y avait en particulier les gens qui critiquent la virologie moderne et tout ça, ils le disent, mais on ne sait rien du vivant. Aujourd'hui, on n'examine pas le vivant dans la biologie moderne. On examine le mort, le dilacéré. Et je ne t'ai pas parlé de la microscopie électronique. Donc la microscopie électronique, on revient dans l'inclusion dans le plastique qu'on a fait durcir. Les coupes sont un peu plus solides, ok, puisque c'est plus solide le plastique. On récupère la coupe sur une grille métallique. On met, on vaporise dessus une couche de peinture à base de tungstène pour servir de colorant et on envoie les électrons, c'est-à-dire l'équivalent de la bombe atomique. Donc l'image se forme sur la pellicule, OK, ou sur le récepteur informatique, mais il y a quelque chose de très amusant par rapport à ça. Ben, alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais d'après ce qu'on m'a dit, au niveau des trous de la grille, tout est volatilisé.
au niveau de la structure de la grille, des fibres de la grille, il reste des microzymas vivants, malgré tout ça. Bon, je sais pas, hein. En tout cas, il paraîtrait qu'on trouve des microzymas. Mais je n'ai même pas idée de la source de cette information. Je ne pourrais pas te répondre. J'entends bien que ce que tu m'as expliqué là, c'est un processus morbide pour observer le vivant. Mais si tout ça est un nuage de fumée, là j'ai un exemple en tête qui me vient, c'est les tests d'ADN, de paternité. Est-ce que du coup ils seraient tous caduques? Est-ce que quand, quand, quand Pierre est désigné le père pour le test ou n'est pas désigné pour le père, est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce qu'il y a un sens dans ces tests par exemple? Ou Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est du pile ou face ou est-ce que c'est sérieux? Je ne sais pas. Bon, si tu veux, les tests, tout ce qu'ils appellent test ADN ou tout ce qu'on fait en virologie, ce sont des analyses de substrats présents dans un milieu donné. Bon, les tests ADN, c'est fait sur des cellules qui sont prélevées sur la muqueuse de la bouche. On gratte un peu la muqueuse de la bouche avec quelque chose qui ne blesse pas. Et on leur fait subir tout ce protocole. Et alors, non, c'est même pas sûr. Non, je pense pas qu'on leur fasse subir le protocole dont je t'ai parlé. Non, je pense que on va essayer de, de- de déterminer les composants présents dans ce mélange. Et ce sont des ordinateurs qui font l'analyse par des systèmes très complexes. Et ensuite, avec un ordinateur, ils vont demander à l'ordinateur, donc c'est une intelligence artificielle, de, d'assembler les composants de façon, en fonction de leurs présupposés, euh, pour prouver l'existence d'ADN, de virus, de machin. Bon, ok. Il y a peut-être du vrai, je sais pas. Moi, je suis pas compétent hein, à ce niveau-là. Si tu veux, on avait demandé à l'époque, pour essayer de continuer un petit peu les recherches de Péchamp sur le microzyma, on avait demandé à un certain nombre d'universités de nous laisser accéder au microscope, à leurs microscopes électroniques, qui sont la propriété de l'État français. Et donc, on aurait pu théoriquement en disposer et faire des recherches. La réponse a été 6 000 € par jour de location. Bon, alors, il faut bien comprendre que si on veut faire des recherches sur les microzymas, ça va pas prendre un jour. Ça va faire des semaines, des mois et payer 6 000 € par jour, c'est même pas un rêve. On peut pas l'envisager. Et ça, c'est regrettable parce que on aurait les moyens de faire des recherches. Il est clair qu'en microscopie électronique, on ne peut pas travailler sur des milieux pâteux ou liquides ou mous, mais on sait qu'on peut chercher les microzymas dans l'os, on peut chercher les microzymas dans une coquille d'œuf, on peut chercher les microzymas dans du bois, on peut chercher, voilà, on pourrait faire énormément de recherches sur du vivant au préalable où on envoie les, les, les électrons au bon moment, mais au moment où on envoie les électrons, c'est vivant. On pourrait le faire, mais on n'en a pas les moyens, on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire ce type de recherche, puisqu'on n'a pas accès au matériel et le microscope électronique neuf, on ne peut même pas savoir quel ordre de prix c'est. c'est peut-être de l'ordre du million pour un microscope électronique. Largement, si c'est pas plus, quoi. Ok. Donc peut-être un jour avoir un institut, une association privée avec soit du don, soit un Mm. but non lucratif, soit un but lucratif, pour pouvoir se le payer. En tout cas, ça sera pas dans le public français. Bah, ce serait envisageable, si tu veux, mais il faudrait vraiment avoir une notoriété suffisante et obtenir, si tu veux, oui, des dons pour pouvoir acheter le microscope électronique. À ce moment-là, on pourrait vraiment travailler et essayer d'avancer sur cette question des microzymas. Ça a été fait, je crois que c'est quand même important de le savoir, dans les années 1990-2000, un certain nombre de scientifiques, mais pas des biologistes, des géologues,
Et c'est regrettable que ce ne soit pas des biologistes qui font ce travail. Et un certain nombre de géologues ont redécouvert les microzymas. Ne connaissant pas Béchamp, ils les ont rebaptisés nanobes ou nanobactéries. Donc il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été publiés un peu partout dans les revues scientifiques, dans Sciences et Vie et autres, et qui sont extrêmement fouillés, clairs, avec des gens d'une immense compétence. Ils sont venus en parler d'ailleurs à un congrès de biologistes, je crois en Amérique du Sud à l'époque. Ils ont obtenu un silence de mort. Et pourquoi ils sont venus en parler aux biologistes? Parce qu'ils avaient constaté qu'on retrouvait ces nanobactéries dans les plaques de cholestérol, dans les calculs biliaires, dans les calculs rénaux, des choses comme ça. Donc ils se sont dit peut-être que ça peut intéresser les médecins et la médecine moderne. Silence de mort et aucune réaction. Et il y a une de ces géologues en particulier, le professeur Philippa Uwins, Uwins, en Australie, qui a pu les examiner au microscope électronique en partant de roches fossilisées. Et elle a constaté qu'il y a une structure tout à fait cohérente qui ressemble à une cellule avec une membrane, un milieu intérieur qu'on pourrait appeler cytoplasme comme pour la cellule, mais à la place du noyau, il y a un cristal de silicium. Ça, on en est sûr ou c'est peut-être pour le cristal de Alors, silicium? si tu veux, l'observation de Philippa Wins est tout à fait sûre. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous les microzymas. Donc ça, il faudrait faire d'autres recherches. Et c'est pour ça qu'on aurait besoin de pouvoir disposer d'un microscope électronique et de pouvoir travailler sérieusement. Je ne sais Mhm. pas. Je pense que c'est très probable et ça expliquerait quelque part euh, la capacité des microzymas à coordonner leur action. Parce que comment comprendre que les yeux soient à cet endroit, que la bouche soit là, qu'on n'ait pas une oreille sur la fesse? Tu vois, Mhm. il faut que ces milliards de microzymas dans notre corps travaillent en cohérence. Et pour ça, il faut qu'ils aient une forme d'intelligence, Donc la une mémoire serait, mémoire, quoi. la mémoire serait peut-être dans l'interaction entre l'eau et le cristal de silicium. Tout à fait, tout à fait. Donc Ok. c'est ce que je suppose, mais bon, ce sont des suppositions. J'ai pas de certitude, hein. Mhm. J'aimerais faire la synthèse. Du coup, tu m'as dit que en vrai, pour tout ce qui est l'ADN, on ne sait pas vraiment. Tout ce qui est test d'ADN, et donc quand il y a des enquêtes policières sur, oui, nous avons le test du criminel, c'est bien, ça, il y a bien une cohérence entre les deux. On peut aussi dire que peut-être il y a une sorte, il y a un truc qui marche dans les tests d'ADN, qui est dans l'ADN, mais ça ne va pas représenter le vivant. Il peut y avoir une Non, fonction. et disons, ce sont des recherches qui sont empiriques, qui ne sont pas rigoureusement scientifiques, parce que on ne peut pas aujourd'hui visualiser l'ADN sur le vivant. Personne n'a pu visualiser l'ADN sur le vivant. La première photo d'ADN en microscopie électronique, elle date de décembre 2012. Elle a été faite par des scientifiques italiens, mais c'est sur le mort, puisque ça a été avec le protocole classique, avec probablement la projection de peinture à base de tungstène, etc. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'ADN soit une réalité démontrée scientifiquement, même si elle est tout à fait probable. Mais je ne sais pas. Même si on a l'impression que quand on fait des tests, il y a bien, comment on dit, des concordances entre la réalité, ce qu'on observe. Est-ce que Oui, le type ressemble vraiment à son fils? Est-ce que c'est le criminel dont on parle qui a vraiment fait oui. le meurtre? Voilà, après la question, elle est simple. Ça marche peut-être de manière empirique, Mhm. mais on ne peut pas dire que c'est une démarche scientifique. D'accord. Et toi, quand tu me disais que par exemple, on prend les tests dans la bouche et des ordinateurs recensent, est-ce que il y a est-ce que dans tel milieu, il y a cette composition du carbone, de l'azote, etc., par rapport à un autre milieu qui aurait des variables différentes? Ça serait juste une question de quantité dans ce genre de test et pas une vérification du vivant lui-même
pas une hélice d'ADN qui Non, c'est, correspondrait. leur analyse ne se situe pas au niveau atomique, hein. Je pense que ça se situe au niveau des protéines. Ok, Mais après, je sais pas. Là, j'avoue que je n'ai pas de compétences, hein. Je suis vraiment totalement incompétent sur ces notions-là. entendu. Je vais passer aux preuves expérimentales. L'objection la plus directe des sceptiques, c'est si les microzymats existaient vraiment, près de 2 siècles de microscopie, de biochimie et de génétique les auraient révélés. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors déjà, Pasteur, si tu veux, Béchamp avait démontré qu'on ne pouvait visualiser les microzymas en microscopie optique qu'à partir d'un grossissement de 750. Et Pasteur, en réaction, interdisait à ses collaborateurs et à ses élèves de dépasser un grossissement de 450. Parce qu'il fallait pas les voir, parce que les découvertes de Béchamp, évidemment, étaient complètement remettaient en cause toutes les théories de Pasteur. Voilà. Donc ça, c'était à l'époque du Pasteur. Après, il y a eu des scientifiques honnêtes, il y a eu des gens qui ont bien travaillé, mais il faut bien comprendre, c'est pas Pasteur qui a découvert les microbes, c'est Davenne. C'est on est complètement dans une falsification de l'histoire. C'est pas Pasteur qui a mis au point les premiers vaccins, c'est Sir Jenner en Angleterre et puis Davenne qui en a fait en particulier contre le charbon, etc. Toussaint qui a fait contre la rage. On est, on est en France dans une déification de Pasteur qui n'est pas justifiée. Après, je sais pas. Moi, je crois que Béchamp était un homme sérieux, rigoureux, un vrai scientifique. Et on a absolument toutes les preuves que Béchamp a devancé toutes les découvertes de Pasteur. Il les a devancées des fois de 20 ans. Et on a les preuves, puisque chaque fois qu'un savant à l'époque faisait une découverte, il l'a communiqué à l'Académie des sciences. Et l'Académie des sciences, on a toujours les traces de ces communications. Donc on peut aujourd'hui démontrer l'antériorité de Béchamp par rapport à toutes les prétendues découvertes de Pasteur, hein. Par exemple, l'histoire de la panspermie atmosphérique, la présence de ces microbes sur les poussières de l'air, ça avait été démontré par Béchamp bien avant Pasteur, avec justement, entre autres, l'histoire sur les tubes d'eau sucrée, quoi, hein. Mais tout ça, c'est hallucinant. On est dans une falsification de l'histoire qui est effarante avec Béchamp. On va prendre ton meilleur ami Jules Tissot, juste pour m'appuyer, qui a continué le travail d'Antoine Béchamp, blablabla, interprétait les microzymats comme des moisissures organiques et allait jusqu'à réduire toute la physiologie à une physiologie de reproduction de champignons. Quelle est ta position sur les extensions de Tissot? Brièvement, je sais qu'on en a déjà parlé. Est-ce que cette aparté sur la moisissure organique est un peu plus juste ou pas? Une moisissure, c'est déjà un être vivant complexe et organisé. Le Mhm. microzyma, c'est, on peut pas dire que ce soit un être vivant organisé comme une moisissure, si tu veux. Une moisissure, tu as déjà des centaines de milliers de microzymas à l'intérieur qui le constituent. Donc, non, là, tu sois faux, comme d'habitude, quoi. Je suis Encore une balle désolé pour pour Tissot. lui. Je voudrais bien que lui donner raison des fois, mais Faut croire que non. je n'y arrive pas pour l'instant. Comment le paradigme microsymien explique l'efficacité des antibiotiques qui agissent sur des bactéries identifiées, cultivées et dont on connaît précisément les mécanismes d'action? Oui, alors, là, on rentre dans un domaine assez complexe parce que ça suppose de comprendre le rôle des bactéries. Avant de savoir pourquoi on peut effectivement les tuer et améliorer une situation, il faut comprendre qu'est-ce qu'elles font là et pourquoi elles sont là. Et c'est là où on est obligé d'intégrer la psychosomatique. Quelque part.
selon les découvertes du docteur Hammer, mais qui ont été précédées par celles de Grodeck et d'un certain nombre de grands savants comme Laborit et autres, selon leurs découvertes extrêmement rigoureuses, extrêmement scientifiques, indiscutables au niveau scientifique, hein, et qui ont été reconnues par les plus grands cancérologues et les plus grands par rapport à Hammer, hein, ça a été reconnu par des gens d'une compétence absolument indiscutable à de multiples reprises. Eh bien, il faut bien comprendre que lorsque nous vivrons un stress extrêmement violent, inattendu, ou qu'il y a une accumulation de stress moindre, mais répété trop, à ce moment-là, notre psyché n'est pas capable de gérer ses émotions. Et elle en confie la gestion à notre cerveau limbique. Ce cerveau limbique court-circuite le mental et donc la conscience, et il met en place une solution de survie qui remonte à des programmations archaïques qui peuvent venir de la nuit des temps, qui peuvent venir de ce que nos ancêtres ont vécu, de ce que nous-mêmes nous avons vécu. Et cette solution archaïque, c'est ce qu'on appelle le processus cancéreux. Alors, le processus cancéreux, pour la cancérologie officielle, c'est un cauchemar. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un cauchemar, c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur, qui se répand, qui envahit tout, qui tue tout ce qu'il rencontre. J'avais vu un film une fois, un film de science-fiction où il y avait une boule verte qui roulait, qui avalait tout sur son passage, qui grossissait, qui envoyait des tentacules partout, qui attrapait tout autour d'elle. Voilà. Pour la médecine officielle, le cancer, c'est ça. C'est un monstre horrible. Il n'est pas vert, il est noir. C'est terrible, c'est horrible. C'est une incohérence totale si on réfléchit, hein. À l'histoire des métastases, par exemple, c'est hallucinant puisque la plupart des métastases sont d'abord osseuses. Et les métastases viennent de tumeurs qui sont dures comme de la pierre. Et le cancer de l'os, c'est un trou, c'est une carie. Et les cancérologues font des biopsies du trou. Et ils sont capables de trouver, ils prétendent trouver les cellules de la tumeur dure comme une pierre qui se trouve ailleurs. On est dans le n'importe quoi. Ça ne tient pas là. Bon, alors, excuse-moi, je suis parti sur Pas de souci. une parenthèse. Voilà, je reviens. Donc, le processus cancéreux, donc, on peut prendre l'exemple de la vache laitière, hein. Mhm. Bon, une vache normale synthétise 4 à 5 litres de lait par jour. Ces 4 à 5 litres sont nécessaires et indispensables pour la croissance de son bébé. On peut éventuellement, à côté, lui tirer quelques litres de plus et puis déclencher une réaction en chaîne qui fait qu'elle va fabriquer une dizaine de litres par jour. Ce qui permettrait d'avoir 5 litres de lait dont on pourrait faire du beurre, du fromage, des choses comme ça. Le problème, c'est que nous autres humains, nous voulons le rendement. Et nous ne voulons pas 5 litres de lait par jour, nous en voulons 50. Pour en avoir 50, c'est pas compliqué. Il suffit d'arracher le bébé à sa mère. Il faut le laisser, si possible, pleurer un moment à côté. Il faut que la mère va hurler de douleur pendant des jours, des nuits entières. Le bébé, tu n'imagines pas la souffrance que ça suppose. C'est épouvantable. Mais évidemment, c'est une émotion d'une violence inouïe pour la vache. Donc c'est géré par son cerveau limbique. La solution du cerveau limbique, elle est extrêmement archaïque, elle n'est pas du tout adaptée à la situation réelle. Elle relève de programmations qui sont inscrites là depuis la nuit des temps. Dans la nuit des temps, le danger pour les bébés, c'était la famine. La solution pour gérer cette famine et pour permettre à l'espèce de survivre à la famine, c'était de faire plus de lait au détriment de la substance de la vache. C'est pour ça qu'une vache laitière, au lieu de vivre 20 ans, 20 ou 25 ans comme une vache normale, ne va vivre que 4 ou 5 ans. Et elle va donner toute sa substance à son lait. Voilà. Mais ce processus passe par une cancérisation de sa glande mammaire. Donc en fait, les vaches laitières sont des vaches cancéreuses.
si on s'amusait à faire une biopsie des mamelles des vaches laitières, on découvrirait toutes les caractéristiques du cancer. Et ça donne un lait qui est non seulement beaucoup plus abondant, puisqu'on arrive à 50 litres de lait par jour, mais en plus un lait qui est extrêmement riche en protéines, en matières grasses, etc. Voilà. Donc, tous les processus cancéreux relèvent d'émotions comme ça, qui sont, qui peuvent être des cumuls. Hein. Si tu veux, j'ai vécu personnellement un effondrement, mais vraiment effroyable, en 1996 quand j'étais radié de l'ordre, et j'ai vécu un deuxième effondrement équivalent, quelque part, en octobre 2020, quand la justice m'a interdit de travailler et de continuer à faire la psychothérapie que je faisais. Bon, le premier effondrement, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vécu de somatisation parce que quelque part, probablement, il n'y avait pas de réponse de mon cerveau limbique. Mais au deuxième effondrement, j'ai développé un cancer du rein. Ouais, quelque part, le cerveau limbique a repris la programmation de 1996 pour la mettre en place en 2020. J'ai pas suivi. Comment ça, il a pris le conflit de souffrance de 1995 pour le mettre en 2020? S'il y a Alors, déjà un conflit en 2020. le conflit en 2020 n'a pas été somatisé. C'est resté probablement quelque part coincé, quelque part dans mon cerveau, hein, comme s'il y avait une zone du cerveau qui s'était fermée. Ça, c'est probable, hein, c'est comme ça que Hammer l'explique. Et puis, lorsque le conflit s'est répété en 2020, ben, cette fois-ci, ça a mis en route le processus cancéreux. Et donc, j'ai développé un petit cancer du rein qui s'est soldé en 2021, en avril 2021, par une colique néphrétique. Voilà. Donc, le cancer du rein qui serait associé à ta radiation de l'ordre des médecins, pourquoi il ne serait pas associé euh, à à ton interdiction d'exercer la psycho, de la thérapie? Ben, il est associé, Mhm. effectivement. Mais pourquoi toi, tu l'associes à celui de C'est une 95? mémoire, si tu veux, ça a laissé une mémoire dans mon cerveau, une mémoire qui s'est bloquée. Et à ce moment-là, ça ne s'est pas biologisé. C'est-à-dire que quelque part, mon cerveau limbique n'a pas trouvé la solution. Mais Et puis la comment, deuxième fois, il a trouvé la solution et il a développé un cancer du rein. et je comprends pas pourquoi tu dis qu'il n'est pas associé à, euh, à ton interdiction de 2020. Mais il l'a associé à mon interdiction parce que c'était la même chose, c'était un effort. Si tu veux, Ouais, en 1996, à ouais, l'époque, je gagnais 50 000 francs par mois en tant que médecin. Du jour au lendemain, je passe à zéro. Ça s'appelle un effondrement. ok. Ce type d'effondrement, normalement, se biologise au niveau du rein. Il est probable que mes parents n'ont jamais vécu ça, sinon j'aurais fait un cancer du rein à ce moment-là. Mhm. Donc, à ce moment-là, ça s'est mis quelque part dans une mémoire. Et quand ça s'est reproduit en 2020, où je travaillais comme psychothérapeute, donc j'avais de bonnes rentrées. C'était pas comme quand j'étais médecin, mais je gagnais quand même assez correctement ma vie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans revenu, à ne dépendre que de ma retraite qui était de 237 euros par mois, avec un crédit maison à payer qui était de 450 euros par mois. Non, même plus à l'époque, puisqu'il y avait plus d'assurance. Donc c'était un deuxième effondrement des valeurs. Ok, Et donc, heureusement, on a pu survivre parce qu'on a eu des aides de l'État, d'ailleurs. Je remercie l'État français de fournir aux personnes âgées une allocation de solidarité pour personnes âgées, dont je bénéficie à ma grande joie et à mon grand soulagement. bah, Ce quelque qui m'a part, c'est permis les... de continuer à survivre financièrement, parce que c'était pas évident. Il fallait que je continue à payer mon loyer, sinon je me retrouvais sous les ponts, quoi, hein. Je trouve que Donc, tu es... chaque fois, Ouais. c'est un truc complètement dément. Tu passes de 50 000 francs de revenus par mois à zéro. Tu passes allez, je devais gagner 4 ou 5 000 euros par mois en 2020 et je suis passé à zéro. Je comprends, J'avais mais même pas demandé ma retraite à l'époque.
Donc c'est l'accumulation qui a peut-être déclenché la soupape Voilà. du Ça a cancer. déclenché la soupape de sécurité, le C'est ça. processus du cancer du rein s'est mis en route. Toi, tu es quand même bien gentil avec l'État. C'est l'État qui te radie, mais tu dis quand même merci de mettre, de donner un peu d'argent pour que tu vives. Je trouve que tu es quand même gentil. C'est, ils te donnent des miettes alors que tu pourrais faire tellement mieux. Euh, donc, je Ah, trouve que tu es ça, gentil avec l'État. je suis d'accord que ça pourrait être mieux, mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. Au moins, je peux survivre et je peux vivre dans une maison confortable et chauffée, c'est déjà bien. C'est pas mal, quoi. Tu es clément avec tes bourreaux, je trouve. C'est bien. Mais tu sais, c'est pareil. Regarde en 1996. J'ai perdu mon métier, c'est clair. J'avais Mhm. 8 enfants à charge, hein, quand même, à l'époque. Il fallait les faire bouffer. Ils ont bouffé des pâtes pendant un an, je peux te dire, hein. Euh, mais cette aventure m'a permis de découvrir les vitamines, de découvrir les microzymas et de découvrir la psychosomatique. Oui, tu arrives à voir le positif, Ben oui, ben oui, mais il n'empêche qu'on te... bon, on y reviendra. Après, je vais... T'en as déjà parlé dans la première vidéo sur pourquoi on t'a radié, mais j'aimerais juste rajouter une couche, mais ça sera plus tard dans les questions. d'accord. Là, j'aimerais savoir comment on explique les grands succès épidémiologiques attribués à la vaccination, l'éradication de la variole. Alors, Bon, mais ça, attends, on a déjà parlé, ça. on n'a pas répondu aux microbes, je suis en train de penser. Ah, oui, excuse-moi, vas-y. Oui, voilà. Donc, le processus cancéreux, on va revenir sur la vache laitière si tu veux. Mhm. Donc, la vache laitière donc, développe un cancer des mamelles. Ce cancer des mamelles, il ne la met pas en danger. Pour une raison très simple, c'est que la vache laitière synthétise la vitamine C. Donc, le cancer des mamelles, elle a des mamelles énormes qui parfois vont jusqu'à traîner jusqu'à terre. Elles sont lourdes. Le pis est dur comme de la pierre, comme tous les cancers, mais elle produit ces 40 à 50 litres de lait par jour. OK. Lorsque on considère qu'elle est bonne pour l'équarrissage, on arrête de lui tirer le lait, hein. Donc, tant qu'elle le donne, on va, mais on va plus la faire véler, c'est-à-dire la mettre, l'engrosser, et on va arrêter de tirer le lait. Et là, elle va guérir son cancer du sein. C'est-à-dire que son cerveau limbique va ordonner le démontage de ce cancer. Et ce démontage de ce cancer, il se fait par un phénomène inflammatoire et avec souvent l'apparition de bactéries qui vont accélérer ce travail. Voilà. Et c'est là que les bactéries apparaissent. Et, Alors, il faut bien comprendre que les bactéries sont endogènes, ce sont nos microzymas qui les fabriquent pour accélérer ce processus de démontage. Et lorsque le travail de démontage est terminé, les bactéries se redeviennent des microzymas isolés. et donc, comment le... Alors, tout ça Vas-y. s'accompagne d'une inflammation extrêmement importante et qui peut parfois être extrêmement dangereuse. Et ça, c'est important à comprendre. Ce ne sont pas les bactéries en soi qui sont dangereuses la plupart du temps, c'est l'inflammation qui marche avec. Que font les antibiotiques? Ben, ils tuent les bactéries, c'est-à-dire les microzymas qui les constituent. Donc, ils stoppent le processus de démontage. Donc, ils stoppent l'inflammation. Donc, en fait, l'intérêt des antibiotiques, c'est beaucoup plus un effet anti-inflammatoire qu'un effet antimicrobien direct. Hein, si tu veux, c'est c'est vraiment par un... ça fait boule de neige. Il bloque la guérison du processus cancéreux et donc il bloque l'inflammation. Et c'est ce que disait la présidente de l'Institut Pasteur. Attends, je vais te redire ça. Alors, en 2024, la directrice générale de l'Institut Pasteur, Madame Yasmine Belkaïd, remet en cause la vision binaire de la médecine officielle. Et elle le précise lors d'une interview qu'elle a donnée sur France Info. Elle explique: nous sommes un conglomérat de microbes, nous en hébergeons plus que de cellules. La grande majorité d'entre eux sont des passagers et parfois ils nous aident. C'est très intéressant. Elle parle des microbes.
Mais en fait, Microzima. c'est vrai, c'est pas forcément vrai pour les microbes, même si on en a certainement beaucoup qui travaillent avec nous, en particulier dans l'intestin. Mais c'est en tout cas vrai si tu remplaces microbe par microzyma. Et elle explique que très peu de ces germes sont pathogènes, les infections sont rares et rarement mortelles. Ce qui tue, c'est la réaction inflammatoire et non l'agent infectieux lui-même. Voilà, c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Quelque part, les antibiotiques sont efficaces parce qu'effectivement, ils détruisent les bactéries. Alors, ça redevient quand même microzima, parce que les microzymas sont quasiment indestructibles. Mais le processus bactérien s'arrête et le processus d'inflammation est bloqué. Alors, pourquoi il est bloqué? Non seulement parce que les microbes sont démontés, mais aussi parce que quelque part, il y a un empoisonnement de l'organisme. Cet empoisonnement est un stress, et chaque fois qu'on est en stress, un processus de guérison s'arrête. Dès que tu es en processus de guérison, si tu te remets en stress, ça s'arrête. Je me souviens, par exemple, c'est caricatural. Un jour, je devais donner un cours à Paris, un soir, et j'avais 41 de fièvre. Ou 41 de fièvre, je ne sais pas exactement. Je ne prends jamais ma température, de toute façon. Enfin, j'étais vraiment très très mal. J'avais une énorme grippe qui démarrait. Et j'avais une dizaine d'élèves qui m'attendaient et qui comptaient sur ma présence. Et je ne pouvais pas me permettre de les laisser tomber. Parce qu'ils avaient payé, etc. Ils avaient payé le déplacement pour le cours, etc. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un double café. Mhm. Voilà. Et j'ai pu donner mon cours. Ok. Et au bout de 2 heures et demie, quand même, le café commençait à ne plus faire effet. Et donc, c'est les élèves qui m'ont dit, allez, va te coucher, on prendra la suite demain. Bon, parce que c'était surtout le week-end, c'était du vendredi soir au dimanche soir. Voilà, donc on a continué le lendemain, j'ai fait une bonne nuit, le lendemain j'étais reposé, j'avais fait le... Quelque part avec le café, j'avais bloqué le processus d'inflammation, et donc j'avais pu donner mon cours normalement. Donc, chaque fois qu'on t'empoisonne avec quelque chose, tu te remets en stress. Le café te remet en stress. Comment tu... S'il y a quelque chose de cancérigène, on parlait tout à l'heure de la créosote, si quelque chose est cancérigène dans la nature, avant tout, c'est le café. Abuser du café, c'est automatiquement favoriser le processus cancéreux, puisque ça te met en stress. Mais comment tu expliques le processus de guérison en stoppant le processus d'inflammation? Alors, c'est pas une guérison, Ok. c'est une pause, c'est la mise en pause. Hein. Quelque part, si tu veux, après avoir pris mon café, après avoir donné mon cours, dès que je me suis couché, la fièvre est montée à 40. Et le processus de guérison s'est soldé, ça c'est fini. Parce que quand tu as 40 de température, tout se remet en ordre dans ton corps. Ça nettoie tout, tu te retrouves avec un milieu intérieur parfait. Si tu laisses la fièvre agir, si tu vas pas la bloquer en l'empoisonnant avec du Doliprane ou avec d'autres saloperies. Tu vois, c'est, c'est, c'est tout simple. La vie est très simple à condition de la respecter, de l'écouter et de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, hypothétiquement, le prêt que tu as pris, le prêt de stress en termes de café, peut-être que tu l'as récupéré en dormant un peu plus profondément ou... Oui, puis peut-être que ça a limité un peu la gravité de l'inflammation quand même, hein. Parce que après, les mycoses ont repris leur travail, mais tranquillement. Ok, Voilà. Donc les antibiotiques, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils agissent en stressant l'organisme et par contre-coup, ils stoppent l'inflammation. d'accord. C'est assez clair concernant les antibiotiques. On va passer... tu as déjà en partie répondu à cette question, mais il y aura le dernier point peut-être auquel tu n'as pas vraiment encore répondu. Attends, Je, je comprends pas très bien là. je résume. La question, ça va porter sur encore la variole et la polim et la polio. Je vais dire la question en entier. On verra s'il y a un point que tu n'as pas Oui. répondu. Et comment il explique
comment les grands succès épidémiologiques attribués à la vaccination, l'éradication de la variole, la quasi-éradication de la poliomyélite, la chute documentée de la diphtérie. Vas-y, essaye. Alors, écoute, la chute documentée de la diphtérie, ça c'est absolument remarquable. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les épidémies évoluent selon une courbe de Gauss, c'est-à-dire que le nombre de cas va augmenter progressivement. Hein, c'est une courbe de Gauss, c'est une courbe en cloche. Ça augmente progressivement et puis ça redescend spontanément. Donc toutes les épidémies évoluent en courbe de Gauss. Si tu regardes l'épidémie de diphtérie, c'est la même chose. Hein. Il y a eu des diphtéries, il y en a plus actuellement, c'est complètement oublié. Et puis, et puis ça a disparu. Chaque fois qu'on a fait des vaccinations sur une courbe de Gauss, eh bien, on a étalé la courbe de Gauss. On l'a aggravée. C'est le cas de la vaccination antivariolique. C'est le cas probablement de la vaccination polio. On sait qu'il y a eu énormément de cas de polio déclenchés par le vaccin. Euh, alors après, pourquoi est-ce que les épidémies disparaissent? Est-ce que c'est lié à l'utilisation des vaccins ou pas? Je cite simplement un exemple. L'URSS était le pays le plus vacciné du monde, en particulier des diphtéries, tétanos, polio, etc. Et TAB probablement. C'était le pays le mieux vacciné et c'était vraiment autoritaire et il n'y avait pas de faille. Il y avait une protection qui devait être de l'ordre de 98 à 99%. Lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin et que l'URSS s'est effondrée, il y a eu une incroyable épidémie de diphtérie, alors qu'ils étaient hyper vaccinés, soi-disant hyper protégés. Donc on est vraiment... Il faut revenir à la psychosomatique. Pour beaucoup de gens, l'effondrement de l'URSS, c'est quelque chose, une arête en travers de la gorge. Et c'est pour ça que leur gorge a été touchée. Ils se sont retrouvés avec une somatisation au niveau de la gorge. Alors, est-ce que l'arête en travers de la gorge, c'était pendant l'Empire soviétique et ils ont lâché prise, et c'est probablement ça, ils ont lâché prise et guéri lorsque l'Empire soviétique s'est effondré et qu'ils ont retrouvé l'espoir de retrouver une liberté, en particulier de culte, de pensée, etc., ce qui n'était pas le cas avant, quoi. Hein. C'est probablement à ce niveau-là que la diphtérie intervient. C'était probablement la guérison de cancérisation non apparente au niveau de la gorge. Ok. Sur la question des virus, quand tu dis que les virus n'existent pas ou que le virus est un exosome, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Comment tu reformulerais cette position pour qu'elle soit comprise au-delà des raccourcis qui peuvent en être faits? Alors, si tu veux, la virologie moderne, elle repose sur un postulat. Un postulat, c'est-à-dire une affirmation non fondée sur des recherches et des réalités scientifiques. Ce postulat, c'est qu'il y aurait des, des micro-organismes à peu près 2 ou 3 fois plus gros que les microzymas qui seraient capables de parasiter les cellules des êtres vivants, d'obliger ces cellules à fabriquer de nouveaux virus et d'infecter et de tuer l'être vivant en question. Alors ça, c'est un postulat. C'est-à-dire qu'en fait, on suppose, c'est une hypothèse qui est discutable. Voilà. Alors ensuite, une hypothèse, normalement, en science, c'est tout à fait légitime d'émettre des hypothèses, à condition ensuite de faire des études pour voir si cette hypothèse peut être confirmée ou infirmée, si on peut démontrer que effectivement ça fonctionne comme ça. Et c'est là où la virologie pêche. Elle n'a jamais pu faire la preuve que ce postulat était vrai. Elle n'a jamais été capable d'isoler un virus.
Elle voit parfois au microscope des débris cellulaires qu'elle va baptiser exosomes ou qu'elle va baptiser virus, selon l'orientation, les préconçus du chercheur. Beaucoup plus gros que les microzymas, donc ce n'est pas à confondre avec les microzymas, même si peut-être il y a des petits exosomes qui pourraient être des microzymas, je ne sais pas. Voilà. Et à partir, voilà, donc elle n'a jamais pu isoler et démontrer la réalité d'un virus. Alors, en admettant que les particules qu'elle visualise en microscopie électronique puissent être isolées, ce qui n'a jamais été fait, il faudra ensuite démontrer que ces particules sont capables de générer une maladie chez un individu sain, ce qui n'a jamais été fait. Si tu veux, lorsqu'il y a eu la grippe espagnole, qui a été vraiment une catastrophe mondiale, il y a des essais qui ont été faits de façon extrêmement rigoureuse et scientifique pour essayer de contaminer des individus sains à partir d'individus malades, en allant jusqu'à écouvillonner les malades et badigeonner la gorge des individus sains avec le fameux liquide récupéré dans la gorge des malades, en leur demandant de faire du bouche à bouche aux malades. On n'a jamais pu infecter un individu sain. Donc la virologie, à l'heure actuelle, selon mes connaissances d'aujourd'hui, eh bien, on n'a aucune preuve que les virus existent. On n'a aucune preuve que les virus puissent être dangereux et qu'ils puissent déclencher une maladie. Aucune. Et ça, c'est scientifique. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'un virus peut déclencher une maladie. Scientifiquement. C'est impossible à dire. Toute personne qui dirait ça se mentirait à lui-même. Alors, moi, si tu veux, je pars du principe que si un cauchemar n'a pas fait la preuve de sa réalité, il n'existe pas. Si un jour on me démontre qu'un virus existe et qu'il est capable de déclencher une maladie, je dirais, bon, ok. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais pu démontrer qu'un virus était capable, qu'un virus existait seulement, hein. Un virus pouvait être isolé, donc exister en soi, et on n'a jamais pu démontrer qu'un virus était capable de déclencher une maladie. Donc les maladies virales, à mon sens, n'existent pas. Et les virus n'existent pas. C'est mon opinion. Je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Et voilà. Si tu veux, à côté de ça, il faut bien comprendre que il y a des gens qui sont des virologues, qui croient dur comme fer à l'existence des virus, comme le professeur Raoult, par exemple. Et ce sont des gens que j'apprécie énormément. Je ne suis pas d'accord avec eux, ok, mais ce sont des gens humains qui font leur travail de médecin, qui respectent le serment d'Hippocrate, qui tentent de ne pas nuire, qui soignent, qui soulagent, qui apaisent. Et donc j'ai beaucoup d'admiration pour le professeur Raoult par rapport à cette dimension humaine, médicale, en fonction du serment d'Hippocrate, qu'il a toujours utilisé. Après, je ne suis pas d'accord avec lui sur sa théorie sur les virus, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce qu'il pense des vaccins, mais en tout cas, je sais que c'est un être humain et un vrai médecin. Et je lui tire mon chapeau. Parce que à l'époque du Covid, il a sacrément été clair et il a sacrément bien résisté dans le bon sens. Il a eu quelles conséquences? Bah, il a quand même guéri énormément de gens qui étaient abandonnés par la médecine officielle, hein. Il y a des gens qui sont arrivés de partout en France, à Marseille, pour se faire soigner par Raoult et qui ont été guéris par Raoult. Avec la chloroquine, là? Je sais pas, l'hydroxyde. Avec la chloroquine, avec ses antibiotiques, avec tout ça. Mais oui, pourquoi pas? Je suis pas contre, hein. Lui, il conseille encore les vaccinations, etc. Enfin, tout ce qui va avec le paradigme. Ah oui, bah, il est il est dans ce système-là. Bon, moi,
Bah, quand tu vaccines un bébé, est-ce que tu respectes vraiment le serment d'Hippocrate? Alors, si tu veux, le problème, c'est qu'il y a les croyances et il y a les réalités scientifiques. Donc, les croyances, ok, tout le monde a le droit d'avoir des croyances, et moi j'en ai aussi. J'en ai aussi par rapport à l'efficacité de l'homéopathie, par rapport à la psychosomatique. C'est pas encore, même la psychosomatique, on peut pas dire, même si on commence à avoir des preuves sérieuses, on peut pas dire que ce soit plus qu'une croyance. C'est une hypothèse qui paraît excessivement plausible, qui se vérifie de plus en plus partout dans le monde. Euh, je pratique la psychothérapie et donc cette- j'explore cette dimension psychosomatique depuis ma radiation, c'est-à-dire depuis 1996. Euh, et je peux te dire que pour le moment, et Dieu sait que j'ai vu beaucoup de gens, pour le moment, je n'ai jamais vu un cas où je n'ai pas trouvé une cohérence dans la théorie psychosomatique. Ça ne veut pas dire que j'ai guéri tout le monde, ça c'est clair. Il y a des maladies qui sont graves et malheureusement, on aurait besoin de, d'allier les techniques de la médecine officielle aux techniques de la psychosomatique et à bien d'autres techniques, hein, les vitamines, etc., quoi. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu encore un seul cas où je suis resté sec, sans solution, sans explication, devant une pathologie. J'entends ta pondération sur ton propre prisme, mais comment ça se fait que Raoul lui-même n'ait pas cette pondération concernant la vaccination? Alors qu'il, toi, tu as Ben, peut-être pu lui opposer des contre-arguments, il sait de quoi est composé un vaccin, l'aluminium, etc. Comment ça se fait qu'il n'a pas changé d'avis? parce qu'il est dans ses croyances. Et quelque part, si tu veux, je crois que c'est un petit peu le défaut de la médecine moderne. La médecine moderne, chaque individu est dans sa partie. Hein, il y a celui-là qui fait la virologie, celui-là qui fait l'infectiologie, celui-là qui fait la cancérologie, celui-là qui fait les vaccins, celui-là qui fait, etc. Et quelque part, c'est complètement cloisonné. Et il ne cherche pas la synthèse de tout. Et c'est le défaut de pratiquement tous les praticiens de médecine moderne, même Louis Fouché, même des gens comme ça. C'est des gens merveilleux qui ont une cohérence, une intégrité remarquable et que je salue parce que, et Raoult et tout ça, je les salue et je les admire, mais quelque part, oui, ils n'ont pas cette ouverture, cette notion de voir l'individu dans sa totalité. Et donc, ils ne sont pas conscients. Si tu veux, à l'époque, quand j'ai découvert l'aluminium présent dans les vaccins, à l'époque de mon combat contre le vaccin hépatite B, qui m'a valu ma radiation, il y avait 1250 microgrammes d'hydroxyde d'aluminium dans tous les vaccins, et en particulier le vaccin hépatite B, mais aussi tous les autres. Donc ça faisait le vaccin hépatite B, c'était encore en plus. Le centre antipoison de Paris, et en particulier son directeur qui était docteur Garnier, avait écrit un article dans les journaux médicaux sérieux, comme quoi, à partir de 60 microgrammes, on arrivait à la dose toxique et qu'à partir de 100 microgrammes, on était à une dose irréversible, toxicité incurable. Donc, à l'époque, on était une association de médecins, de scientifiques. Nous lui avons écrit très courtoisement en lui demandant ce qu'il pensait des 1250 microgrammes présents dans les vaccins. Alors, il nous a répondu très courtoisement par retour de courrier que pour les vaccins, ça n'a posé aucun problème. Donc, 60 à 100 microgrammes ingérés par la bouche ou par les chemtrails ou par différents canaux, c'est grave. Mais 1250 microgrammes inoculés directement dans ta viande, oh non, pas de problème. Il n'a Donc, pas tu vois, argumenté. on est dans un système de croyance, pas dans un système de science. C'est pas cohérent. Et donc, voilà, c'est pourquoi Raoult est pour les vaccins, pourquoi Fouché est pour les vaccins. Bon, d'abord parce qu'ils veulent pas se
déclaré anti-vax, parce que se déclarer anti-vax aujourd'hui, c'est être d'extrême droite, c'est être complotiste, c'est être tout ce qu'on veut, c'est tout n'importe quoi. C'est, c'est- alors, mais c'est incroyable, quoi. Ils sont pas cohérents. Il n'y a pas d'autre mot.